L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. » Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio. Le meilleur taxi du matin pour une nouvelle aventure avec les rédactions, avec les patrons des journaux. Nous vous donnerons un avant-goût des articles parus ce matin à Lomé. Taxi Média Show aujourd'hui, c'est lundi 11 mars 2019. Il est 7h presque 9 minutes à Koukoudé, à 2 km du village de Farandé. Nous sommes dans l'Abina, pas loin de Kouméa, de Pia et donc de la ville de Kara, pour ceux qui connaissent la localité. Bienvenue à tous. Taxi Média Show, le 7h, Irrigator. Et dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 3 rédactions à visiter ce matin. Le quotidien Liberté, l'hebdomadaire des Guardian et le site internet togobreakingnews.info. À suivre aussi la chronique Tech avec Amen Assignon. Les meilleurs moments de Taxi Presse, l'émission diffusée vendredi dernier. Et puis, on va dire, la page des sports ce matin sera présentée par Abdoulaye Kondo. Taxi Média Show, Irrigator. Et nous commençons avec le quotidien Togo au matin, le confrère qui revient sur le programme national de développement, le PND, avec la mobilisation des investissements. Fort Nyasingbe en prospection aux Émirats Arabes Unis, renseigne ce matin le journal. L'article à découvrir à la page 3. Crash d'un avion d'Ethiopian Airlines, le chef de l'État exprime sa compassion envers les familles des victimes. Vous lirez l'article dans le journal depuis dernière heure. La femme peut réussir dans tous les domaines. Enfin, vous lirez l'article pour avoir une meilleure compréhension. Le confrère qui fait donc allusion à la journée internationale de la femme célébrée le vendredi dernier. Le FNFI qui aussi a célébré l'inclusion financière des femmes togolaises. Vous lirez l'article dans le journal avec Bernard Dadier, le patriarche de la littérature ivoirienne qui est décédé. Vous lirez donc l'article dans le quotidien Togo Matin. L'autre quotidien dans le kiosque ce lundi, c'est Liberté. Nous accueillons le directeur de publication du journal Liberté, c'est Médard Amétépé. Médard, bonjour. Bonjour Eric. Alors, merci de nous avoir rejoints. Alors, cette question en tout cas, que dit la VAR, Médard? Vous parlez de l'exploitation de la carrière de Bolou Vavati, c'est dans le Zio, par une société chinoise. Massacre de l'environnement, non-respect des engagements pris, corruption, plus de 200 millions de chiffres d'affaires mensuels contre moins de 2 millions annuels versés à l'État. C'est ce que vous soulevez dans l'article. Oui, nous avons mené une enquête sur l'exploitation de la carrière de Bolou Vavati, qui est un village situé à une quinzaine de kilomètres de la ville de Tchévier. Et le premier constat que nous avons fait lors de notre enquête, c'est qu'il n'y a aucune indication sur l'activité qui se déroule sur les sites, ni sur la société qui exploite la carrière. Et de là conclut que c'est une exploitation clandestine, le pas est vite franchi. Et nous avons fini par découvrir que c'est l'entreprise d'extraction de sable de gravier 2ESG Salut, et appartenant à un Chinois qui exploite les graviers. Et seuls les Chinois et les autorités locales, et puis ces Chinois récompensent de temps à autre petit profit
de l'exploitation de la carrière et les populations, elles sont abandonnées à leur sort. Et il nous revient également que la société ne respecte pas les mesures d'impact environnemental aux grandes dames de l'Agence nationale de gestion de l'environnement et qui a envoyé plusieurs mises en demeure à la société et sans suite. Et l'exploitation des minéraux occasionnent des dommages environnementaux aux populations, à leur production agricole. Et leur habitation n'est rien fait pour améliorer la situation de ces populations. Et malheureusement, pour ces populations, les autorités locales, souvent arrosées par les Chinois, prennent parti pour eux et étouffent les revendications des populations qui sont livrées à elles-mêmes. Et de même, nous avons relevé que les conditions de travail des ouvriers sont assez précaires. Et ils travaillent de 7 à 2 heures avec seulement 1 heure de cours. Et pour un salaire dérisoire de 40 000 francs, malgré les énormes risques auxquels ils sont exposés. Voilà un peu ce qu'il faut retenir de cette enquête que nous avons eu. L'enquête a découvert donc à la page 4 de votre journal, je veux dire. Liberté. Et puis, cette adresse du professeur Aimé Gogué à la coalition des 14 partis de l'opposition, c'est ensemble que nous sommes forts et c'est ensemble que nous y arriverons, dit-il. Oui, et le président national de l'ADI, professeur Aimé Gogué, est revenu dans une tribune sur la crise sociopolitique qu'a connue notre pays et la médiation tentée par la CEDEAO. Une médiation qui s'est soldée par un échec et puis encore au renforcement du régime de fonds nationaux qui a une mainmise totale sur les institutions et réduisant les marges de manœuvre de l'opposition. Donc pour Aimé Gogué, la responsabilité de cet échec est partagée tant par le pouvoir, les partis de l'opposition que par la CEDEAO. Et il appelle l'ensemble des acteurs politiques et la société civile à un sursaut patriotique pour de nouveaux armistices fondateurs de la République. Et le président de l'ADI exhorte le gouvernement à prendre la mesure de la gravité de la situation pour libérer tous les détenus politiques et pour opérer des réformes politiques et électorales tant souhaitées par les Togolais. Et Aimé Gogué est aussi revenu sur les guerres au sein de la coalition de l'opposition et les velléités de départ des uns des autres. Et il rappelle que c'est en restant ensemble et unis qu'ils sont forts et qu'ils pourront gagner. Et il appelle les militants et sympathisants des partis de l'opposition et surtout les Togolais qui souhaitent le changement à se respecter, à ne pas se tromper d'adversaire. D'accord. Et bref, la tribune est à découvrir dans le journal. Et à la page 3 précisément, et puis ce drame hier avec le transport aérien funeste week-end, écrivez-vous, crash d'un avion d'Ethiopian Airlines, de nombreuses victimes, Médard, dont un Togolais. Oui, nous sommes revenus sur le crash du Boeing 737 d'Ethiopian Airlines hier qui a suscité une vive émotion à travers le monde et au Togo. Et justement parce que parmi les 157 personnes qui ont péri dans le crash, figure un Togolais, Dr Glato Kodjo, 43 ans, enseignant-chercheur à l'université de Lomé. Il était biotechnologiste et physiologiste végétal. Il était sur plusieurs projets de recherche, notamment au Togo, au Kenya, au Zimbabwe, et c'est dans le cadre du voyage de recherche qu'il a perdu la vie dans ce tragique accident d'avion. Et selon les informations, il était depuis 2 semaines à Montpellier, en France, et avec une équipe pour une mission expérimentale au Kenya, et il devait retourner à France avant de rentrer au Togo. Malheureusement, il ne rentrera pas. Et ceux qui le connaissent le décrivent comme un homme cool sans histoire. Et il faut aussi rappeler que le week-end a été très chargé, outre
Bien sûr. Le Boeing d'Ethiopian Airlines, un avion colombien s'est écrasé, faisant 4 victimes. Et 3 autres incidents se sont également produits, notamment un avion turc qui a subi des turbulences entraînant une trentaine de blessés. Ensuite, un avion d'Air France qui a perdu l'un de ses moteurs et un avion d'Air Canada qui a dû faire un atterrissage forcé. Pendant ce week-end, de quoi faire peur à ceux qui ont envie de prendre des airs. Ah oui, ça c'est vrai. Ben, écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal Le Quotidien Liberté. Merci beaucoup, Médard Amétébé. Merci, Eric. Alors, on va dire bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Il y a l'hebdomadaire Nouvelle Opinion qui est aussi dans les kiosques ce matin, avec la reprise des travaux sur le boulevard des Armées à Lomé, l'expertise de Midnight Soon de nouveau sollicité, écrit le confrère, l'article à lire sur 2 pages. Eiffage pour la propreté de nos mers et lagunes, de la nécessité de préserver notre espèce lagunaire et les ouvrages d'assainissement. L'article est à lire dans le journal PND 2018-2022, retour sur les atouts et les grands axes, à lire dans le journal les élections locales au Togo, l'union de forces de changement en rang de bataille, la coalition en diversion, l'article à découvrir donc dans l'hebdomadaire Nouvelle Opinion. Et notre deuxième rédaction qui est au téléphone avec nous ce matin, c'est celle du site togobreakingnews.info et nous accueillons Didier Assogba. Didier, bonjour. Bonjour Eric et bonjour aux auditeurs de Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints. Didier, vous aussi vous revenez sur l'accident hier en Éthiopie, un Togolais parmi les 157 victimes du crash d'Ethiopian Airlines. Hein? Oui, cette nouvelle on l'apprenait en fin de matinée hier, comme quoi Boeing de la compagnie africaine Ethiopian Airlines s'est écrasé parlant d'Addis Abeba quelques minutes seulement après son décollage. On se mouvait pour les passagers qui sont à bord et vers la mi-journée, lorsque les autorités de cette compagnie et les autorités éthiopiennes faisaient des précisions par rapport à ce drame-là, il nous est revenu, comme l'ont pu constater tout le monde, que Togolais était à bord et ce n'est pas n'importe qui, c'était un docteur de l'université de Lomé, le docteur Glato, qui un biotechnicien, on a dit, un diplômé en sciences, qui certainement allait en mission dans le cadre d'une des études, qui malheureusement a pris donc dans cet accident-là. Il n'y avait pas que lui, il était près de 157 victimes et personnes n'a survécu donc à ce drame. Les condoléances, les compassions, les messages se multiplient à travers le monde. Et nous avons jugé bon de revenir sur ce drame-là. Oui, c'est vraiment une grande perte pour le Togo, mais une perte pour tous les pays dont les citoyens ont été victimes dans ce drame d'accident. Dans ce drame hier qui est le crash de l'avion. Bien sûr, et 157 personnes donc décédées. Nos condoléances naturellement à toutes ces familles, notamment à la famille de notre compatriote. Vous revenez également sur le programme national de développement Didier. Faure Gnassingbé, lui, est à la quête des contrats et il est à Abu Dhabi. Hein? Oui, c'est l'information essentielle qu'on a pu tirer d'un communiqué rendu public hier nuit par la direction de communication et de l'information de la présidence togolaise. On apprenait donc que le chef de l'État s'est déplacé, était arrivé donc hier dimanche à Abu Dhabi, la capitale politique des Émirats Arabes Unis, où il devrait donc rencontrer les autorités émiraties, mais également rencontrer des hommes d'affaires émiratis et essayer de décrocher quelques contrats dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de développement lancé il y a exactement 8 jours, nommé par le chef de l'État togolais. Faure Gnassingbé, on le sait, il est le premier ambassadeur
de la promotion du PNB. Et donc, son déplacement à Abu Dhabi se situe dans ce cadre-là. Il va avoir plusieurs audiences et avoir des discussions bilatérales avec les hommes d'affaires émiratis, histoire d'essayer de les convaincre et de les faire venir au Togo pour investir. Vous savez que le PNB nécessite un apport de 65% du secteur privé, national comme international. Pour sa mise en œuvre, ça fait au bas mot près de 3 000 milliards de dollars pour son exécution. 3 000 milliards de francs CFA pour son exécution. Donc, le chef de l'État togolais veut profiter de ce voyage, de cette visite d'amitié, de travail qu'il effectue depuis hier donc, aux Émirats Arabes Unis pour convaincre quelques investisseurs émiratis à venir donc investir au Togo dans le cadre notamment de l'axe du premier axe du PNB qui vise à faire du Togo un hub logistique régional. Espérons vivement que le chef de l'État et sa délégation puissent revenir au pays avec de bons contrats dans les Bien sûr. Bien sûr. Et puis vous revenez également sur la conférence interafricaine de prévoyance sociale CIPRES. Et le ministre Gilbert Bahara prend la présidence du Conseil des ministres. Hein. Oh oui, c'était arrivé en fin de semaine dernière. Vous savez que depuis le mardi dernier, s'est tenu à Lomé le premier forum de la zone CIPRES sur la couverture maladie. La CIPRES, donc cette conférence-là de la prévoyance sociale en Afrique, donc qui compte près de 17 pays, organisait donc à Lomé ce forum sur la couverture maladie, mais également les manifestations de son 25e anniversaire. Et ces manifestations ont été sanctionnées à Lomé par une session du Conseil des ministres de la zone. Et à l'issue des travaux qui ont été sanctionnés par plusieurs recommandations et plusieurs décisions, le ministre Gilbert Bahara, donc qui présidait d'ailleurs les travaux, a été désigné par ce père président du Conseil donc de ministres de la zone CIPRES pour la période qui suit. Sous son mandat, Gilbert Bahara aura donc à connaître plusieurs dossiers, notamment le recrutement d'un nouveau secrétaire exécutif pour l'organisation, le recrutement également des experts comptables et des contrôleurs pour la zone CIPRES, mais également la mise en œuvre des recommandations du premier forum pour la couverture maladie dans la zone CIPRES. Vous savez, le Togo s'est engagé donc dans cette politique de couverture maladie avec la mise en place de l'Institut national d'assurance maladie, mais qui ne s'adresse qu'aux fonctionnaires et à quelques couches sociales actuellement. Il va falloir étendre cette couverture maladie à toute la population, donc pour qu'elle soit universelle. Gilbert Bahara donc aura la lourde tâche de faire exécuter les recommandations du premier forum qui préconisait donc l'extension de la couverture maladie à toutes les populations de la zone CIPRES. Lors de son mandat, ce n'est pas tâche aisée, mais on va dire courage au nouveau président du Conseil des ministres. D'accord, très bien. Écoutez, tous ces sujets à découvrir sur votre site togobreakingnews.info. Merci beaucoup Didier Assoba. Merci Eric, bonne suite d'émission, bien de choses à tous ceux qui sont à bord du taxi ce matin. Merci et bonne journée à vous. Bonne journée. Il y a le billet hebdomadaire, le correcteur qui est aussi dans le kiosque ce matin. Naturellement, le confrère aussi revient sur le crash du Boeing 737 d'Ethiopian Airlines, un Togolais parmi les 157 victimes. On lira l'article dans le journal. Et puis le pouvoir et ses opportunistes aigriffant à la manœuvre, les locales, l'autre fiasco aux effets multiplicateurs. L'article est découvert donc dans le journal. Des crises des partis politiques au Togolais, de l'opposition, crise d'idéologie et des projets de société. C'est une interrogation du confrère. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis cet entretien exclusif avec le secrétaire général de Sinamfop, Komla Oumenou, tout comprendre de la lourdeur administrative, la titularisation, les avancements,
dans la fonction publique. L'article est donc à découvrir dans le journal. Et puis un mot sur la promotion du football à la base. La marque Sergio au chevet du centre Swallows à découvrir donc dans le journal Le Collecteur. Et le dernier journal au téléphone avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Ambroise Pondio, le patron du journal des Guardians, l'hebdomadaire. Ambroise, bonjour. Bonjour Rick. Merci de nous avoir rejoint, Ambroise. Et ce matin, dans votre journal, il y a pas mal d'articles, des articles très intéressants. On a eu quand même l'occasion tout à l'heure de jeter un coup d'œil sur quelques bonnes feuilles. Des pratiques occultes, mystiques et conservation du pouvoir au sommet de l'État. Des hommes de Dieu font des révélations fracassantes, Ambroise. Oui, Eric, dans cet article, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans cet article par rapport à ce qui, à ces esprits-là qui gouvernent le Togo depuis des dizaines d'années, des décennies. Et dans cet article, plusieurs révélations ont été faites et concernant les méthodes, les manières que le pouvoir utilise pour s'éterniser. Comment vous les appelez, des grands marabouts, des gens obsédés par des pratiques occultes qui défilent dans les hautes sphères de l'État pour pouvoir permettre au régime en place de s'éterniser, de conserver, de ne rien céder. Au-delà de tout ça, il y a des révélations qui nous ont été faites par rapport à certains monuments qui sont érigés dans le pays et qui concourent à cette conservation du pouvoir. Ceux qui liront ce journal aujourd'hui découvriront tout ça. Nous avions tendu notre micro à deux hommes de Dieu, le pasteur Habib Afolabi, que vous connaissez, directeur de publication du journal Maranatha, qui est un évangéliste hors pair, qui n'a pas sa langue dans la poche, et qui a fait des révélations sur des sectes sur ce continent, surtout particulièrement au Togo, et le prophète Esaïe Deto, que vous connaissez, qui n'est pas présenté non plus, qui nous ont accordé une interview basée sur le même sujet, qui pratiquement dit la même chose, mais qui ne se connaissent pas visiblement. Et ils ont pratiquement dit la même chose. D'abord concernant une prophétie du 22 septembre 1946, qui avait été faite sur le Togo et qui déjà annonçait un déluge de choses sur le Togo. Et cette prophétie est en cours jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et dans leur déclaration, ils ont parlé du Togo qui est l'ordre de l'humanité. Un Togo hors de l'humanité, vous savez que l'or a l'état physique, avant de devenir un métal jaune, doit passer par le feu. Le Togo serait actuellement en train de passer par le feu. C'est ce qui explique la souffrance et la misère dans laquelle nous passons, parce que il y a au même moment de l'autre côté des gens qui font des pratiques occultes, qui font des sacrifices humains, des sacrifices de bêtes, sacrifices des gens pour pouvoir conserver ce qui est conservable, ce qui est à conserver pour juste maintenir le pouvoir. Et il y a eu des événements, des faits qui sont produits dans ce pays qui illustrent cela. Vous nous rappelez des tueries des jeunes filles d'Aguerre. Tout cela, c'était un cocktail qui risque d'exploser un beau matin au détriment de ceux qui sont au pouvoir. Maintenant, il appartient au peuple, selon ces deux, au peuple de se réveiller, de partir sur le chemin de la repentance et d'avoir foi en Dieu pour pouvoir libérer le Togo. Et c'est très proche, selon ces deux pasteurs. Donc, ils nous ont accordé deux interviews que nous avons publiées en dehors de l'article que nous avons publié sur le défilé que font certains marabouts, certaines personnes occultes qui viennent du Tibet, de l'Afrique centrale, de l'Inde. Ceux qui découvriront ce journal aujourd'hui trouveront tout ça dans le journal. D'accord, des pratiques occultes, mystiques et conservation du pouvoir au sommet de l'État. L'article est donc à lire à la page 3 de votre journal des Guardians dans le kiosque ce matin. Autre sujet, Ambroise, c'est lié donc au Conseil des ministres délocalisé hors de Lomé. Faure Gnassingbé en course pour 2020, mais une question, mais sera-t-il candidat, Ambroise? Oui, c'est une question difficile à répondre, mais en même temps une question pertinente. Quand on essaie de détecter et de donner des éléments de réponse,
vous savez que ces conseils délocalisés du Conseil des ministres ou ces conseils délocalisés dans les villes du Togo sont une manière de nous faire croire que Faure Gnassingbé aime les localités qui sont à l'intérieur du pays et les communautés. Mais il y a derrière tout ça, ce qui se cache derrière tout ça, c'est le fait même d'approcher cette population à quelques mois des élections présidentielles. Il y a quelques semaines, selon eux-mêmes, des élections locales. C'est une très bonne initiative, nous l'avons bien souligné, sauf que se cache derrière une pré-campagne qui ne dit pas son nom, qui annonce les couleurs du côté du parti au pouvoir. Maintenant, quant à la présidentielle, Faure Gnassingbé lui-même étant au sommet de l'État, ne se soucie guère de ce qui peut se passer en 2020. Nous venons de parler des faits qui se produisent dans le pays quotidiennement pour sauvegarder le pouvoir, mais au même moment, il y a des forces politiques et des forces de la nature qui sont contre le quatrième mandat de Faure Gnassingbé. Mais quand il a fait qu'il avait semé le doute, mais le secrétaire exécutif de ce parti l'avait annoncé publiquement que Faure Gnassingbé serait candidat en 2020, ce qui serait contre les aspirations du peuple togolais révélées par l'Afrobaromètre, et ensuite serait contre les préceptes même des pratiques régulières observées dans les pays de la CEDEAO et consacrées par le protocole additionnel sur les droits de l'homme et la démocratie. Donc aujourd'hui, est-ce que Faure Gnassingbé sera candidat? La question reste entière. C'est les jours à venir qui vont en déterminer. Et il appartient bien. Tout dépendra de la détermination du peuple togolais, de la mobilisation du peuple togolais et du changement ou bien de la définition réelle des stratégies de la part des forces de l'opposition pour pouvoir contrer cette éventualité et libérer le peuple togolais sur la voie de la terre. Alors vous parlez, en tout cas vous vous interrogez par rapport donc à la candidature de Faure Gnassingbé en 2020. Au niveau de cette présidence 2020, un candidat unique obligatoire pour la C14. Appelez-vous ce matin, on lira l'article là, la page 3. Et puis, attribution de marché pour la construction de 3 épis de protection de la côte. Le DG de Yann Denul serait soupçonné de magouille à Brazza. Oui, nous avons bien pesé cette phrase, ce mot, serait soupçonné de magouille parce que, vous savez, le Togo est en train de lutter vaille contre l'érosion côtière, surtout dans la partie sud-est du pays, sur l'alignement du port autonome de Lomé. Et vous allez remarquer que des attributions de marché pour la construction de certains ouvrages de protection de la côte ont été lancés par le ministère des Infrastructures et routières. Alors, c'est tout ceci dans le cadre du projet de financement de la Banque ouest-africaine de développement, et peut-être de la BOAD aussi, de la réhabilitation de la route de Lomé-Cotonou et justement de la protection côtière. Ainsi, après l'appel d'offres, il y a plusieurs sociétés qui sont lancées dans la bataille pour pouvoir gagner le marché et construire les 3 épis. Il y a une société chinoise, belge, française, il y a d'autres sociétés qui s'y ajoutent et qui ont soumissionné pour gagner le marché dans le maître d'ouvrage n'est autre que le ministère des Infrastructures et des Transports. Alors, il nous a révélé, selon certaines sources, que le DG de la société belge Yann Denul aurait passé par le Togo il y a quelques semaines, 5 ou 6 semaines, pour pouvoir surveiller les gens ici, mouiller les gens et se voir attribuer ce marché comme il est de son habitude. Le monsieur est appelé le corruptateur parce qu'il serait spécialisé dans un méthode de corruption. Il aurait même gagné un marché de 99 milliards au Bénin voisin à Ouida, le marché gré à gré, selon les informations que nous avons eues. Alors aujourd'hui, la crainte, il semble que l'arrivée de la nouvelle ministre n'a pas fait le jeu de ce DG. Le ministre est en de poigne pour rappeler que c'est dans le même sillage, c'est en marge de tout cela que l'État a été évoqué. Sinon, personne ne nous dit aujourd'hui s'il y a un lien entre ce que nous publions par rapport à ce marché et la révocation de M. René Kapou. Mais est-il dit que la nouvelle ministre est arrivée avec une main de fer pour pouvoir assainir la maison et ensuite faire son travail du moins. Donc, elle n'aurait pas cédé à ces chantages de corruption. Aujourd'hui, la tête
c'est que l'appel est lancé à ce ministère, aux agents de ce ministère, de ne pas céder une portion de ce marché à cette société, de voir quelle, surtout que dans la procédure d'attribution des marchés, il y a une société qui a émergé, qui fait émerger du lot, et qui a quelques encablures de pouvoir de se voir attribuer le marché. Donc, il serait étonnant que le marché tombe dans la main d'une autre société, selon les informations que nous avons, mais les agents, les langues clientes de ce ministère, quand même, se disent prêts à déjouer toute manœuvre de corruption pour éviter que le marché là tombe dans la main de celles qui ne répondent pas techniquement et financièrement aux offres proposées par le ministère des Infrastructures et des Transports. Très bien. Ben, écoutez, on lira donc tous ces sujets-là dans votre journal des Guardians. Les Guardians dans le kiosque ce lundi matin. Merci beaucoup, Ambroise. Bonjour. Merci à toi, Eric. Bonne journée à tous les personnels et à tous les grands citoyens d'État. Allez, bonne journée à vous également. Merci, Eric. Et voilà, donc dans les kiosques ce matin et chez tous vos marchands de journaux, vous pouvez trouver le quotidien Liberté, le quotidien Togo Matin. Il y a le bi-hebdomadaire Le Correcteur, l'hebdomadaire Nouvelle Opinion et l'hebdomadaire des Guardians. Vous pouvez également jeter un coup d'œil sur le site togobreakingnews.info, togomedia24.com ou afripresse.info, tous ces sites d'information de Lomé. Il est 7h40 à Nyekonakwe et à Goué Nivé ou à Goué Rumbi. Merci de nous écouter sur la 93.fm. C'est la chronique des Tech. Taxi Media Show, la chronique Tech, Amen Assignon. Et nous accueillons Amen Assignon. Amen, bonjour. Bonjour Alligator, ravi de vous retrouver pour parler encore tech ce matin. J'espère que vous allez bien. Très bien, on se porte à merveille, rassurez-vous. Et nous sommes à vous maintenant pour votre chronique tech, Amen. Eric, on va rester au plan national pour évoquer le projet Sophie, qui est un dispositif mis en place par le gouvernement togolais pour répondre plus efficacement aux problèmes liés à la gestion et au bon fonctionnement des ouvrages de forage. Sophie entendait suivi des ouvrages de forage et les indicateurs pour l'eau se veut donc une plateforme numérique qui vise à alerter les agents de l'eau en cas de panne d'un forage public. Elle a été lancée le 8 mars dernier à Wahala. Précisément, comment fonctionne Sophie? Eh bien, le dispositif est tel que, au niveau de chaque village, un comité eau est mis en place avec un agent chargé de signaler la panne via un téléphone mobile. En cas donc de panne, l'agent lance l'alerte en appelant un serveur vocal accessible au numéro 1020. Le serveur l'identifie grâce à son numéro de téléphone et le localise grâce aux coordonnées GPS du forage. Et pour détecter la nature de la panne, une analyse est lancée. Le réparateur est donc informé de la panne via un SMS. Ce dernier confirme au serveur la commande et se rend sur le lieu de la panne avec le matériel nécessaire pour procéder aux réparations dans un délai de 72 heures. Ce qui n'était pas le cas avant. Pour réparer un forage public, le délai dépassait des semaines, voire des mois. Et à ce jour, 7569 forages publics ont été installés sur l'ensemble du territoire national. Sophie intervient donc comme une solution pour alléger les problèmes des populations, surtout dans l'accès à l'eau potable. D'accord. Et on finit avec cette nouvelle solution pour utiliser simultanément WhatsApp sur plusieurs appareils. Il s'agit de Join, c'est en anglais, ça s'écrit J-O-I-N. Grâce à cette application, donc Join, vous pouvez synchroniser les notifications qui vous parviennent sur votre smartphone avec d'autres appareils tels que les tablettes, les PC et bien d'autres. Elle est donc compatible avec Windows et disponible comme une extension pour Chrome, Firefox et bien d'autres. Voilà, c'est tout pour ce matin, Eric. Parfait. Ben, écoutez, on a compris, c'est tout pour Join. Merci beaucoup, Amen. Merci, Eric, et bon début de semaine à vous et à nos chers auditeurs et auditrices. C'est passé. Bonne journée à vous. Merci.
Dans un peu plus d'un quart d'heure maintenant, nous parlerons sport, le football avec le championnat de football de première division avec une nouvelle journée disputée donc hier sur l'ensemble des stades en compétition. Mais avant, c'est le meilleur moment de Taxi Press vendredi dernier. Nous étions en studio avec Loïc Lawson, Abi Alpha Isotou, Ferdinand Haïté et Tchaniao Aremeao. C'est parti. Et hier, quand on parlait du Togo, c'était autour du phosphate togolais qui, d'ailleurs, dit-on, doit être une exception, une des rares, des rares qui existent au monde. Après, peut-être le Maroc, on dit que le Togo doit être le pays qui a l'espèce de phosphate qui est rare et qui intéresse le monde entier. Mais qu'est-ce qui se passe avec le Togo aujourd'hui par rapport à notre phosphate? Point d'interrogation. Le port autonome de Lomé, il se chante partout que c'est le port en eau profonde, le port un don de Dieu, de la nature, pendant que d'autres peinent à creuser et à faire des digues pour avoir des ports de la profondeur de leur port. Chez nous, c'est un don de la nature. Et tout le monde le dit. Le Togo s'enorgueillit en le disant lors de grandes conférences. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le port est devenu? On parle d'un facteur simple. Il a été clairement dit dans notre Constitution que les hommes, les dirigeants ne peuvent pas être des hommes d'affaires. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on a dit de déclarer les biens. Mais il se fait qu'aujourd'hui, tous ceux qui gouvernent le pays sont devenus des hommes d'affaires. Et donc, c'est eux qui amènent des gens, qui privatisent les secteurs, qui mettent certaines personnes devant. On dit oui, tu arrêtes ici, fais ça, on invente le nom d'une société. Et puis bon, ça continue. Est-ce que vous savez qu'actuellement, des gens, par exemple, si des gens demandent de prendre des actions dans certaines sociétés qui leur échappent, ou bien les actions ne sont pas suffisantes, ils créent une société parallèle. Comme on a créé pour LCT, actuellement on est en train de créer une brasserie. Et vous le savez. Oui, bien sûr. Oui, on est en train de créer une brasserie à Déticopé. Et c'est les gens du régime qui se sont mis ensemble, ils ont piqué l'argent dans les caisses de l'État, ils sont allés chercher un groupe allemand, puisque eux, ils n'ont pas l'expertise dans la brasserie, et ils mettent devant, et derrière, c'est eux qui ont les comment appelle-t-on, les investissements, c'est eux qui ont les actions. Et donc, tant qu'on ne va pas couper le cordon, tant qu'on ne va pas régler le problème de qui est dirigeant et qui est homme d'affaires, ces choses-là, les sociétés vont tomber en faillite les unes après les autres. Au même moment, on veut créer 500 000 emplois pour les jeunes quand un seul retraité s'accorde. Au moins 5 ans. Oui, non, je dis, lui, je veux parler d'Adénion. Oui. S'accorde lui seul plusieurs emplois. Oui. Tu comprends un peu? Ça pose oui, quand on les compte, on peut arriver à 5. Le problème du port est immense. Je crois que c'est ce qu'Abi est en train d'écrire. C'est encore même la partie visible de la scène. C'est encore plus mafieux que ça. C'est encore plus mafieux que ça. Notre port, c'est un peu, il a l'image de la SNPT, c'est-à-dire les services de phosphate. C'était l'OTP, au temps de gloire. Oui. On parlait de l'Office togolais des phosphates qui était aussi le poumon de l'économie nationale. Après, c'était une catastrophe. Ferdinand était connu dessus mieux que moi parce qu'il a eu à l'écrire dans un journal antérieur, en parlant de comment la faillite de cette société est venue. Après, c'est devenu IFG. Après IFG, aujourd'hui SNPT. Et on a commandé des matériels que les gens ont détourné, les Suisses ont bouffé. Après IFG, elle est devenue SNPT. Aujourd'hui, elle n'est que ça, c'est-à-dire à l'image. L'autre fois, c'est le doyen Mené, mais c'est la dépêche qui fait sortir, c'est-à-dire qui nous parle des derniers, en tout cas soubresauts de la société pour qu'on annonce un requiem. Et malheureusement, c'est ça. On a plein de sociétés malades, pas parce qu'elles sont pas des sociétés qui sont bien, c'est-à-dire par rapport à leurs fondamentaux, mais parce qu'elles sont mal dirigées, parce qu'il y a une mafia autour, en tout cas, de la gestion de la société qui est acquis. Bon, la gestion ne profite qu'à eux seuls. C'est vrai que depuis qu'il y a ces séries de braquages et qu'on ouvre les enquêtes sans jamais les terminer, on se pose des questions parce qu'à chaque braquage, le ministre de la Sécurité dit que bon, un nouveau dispositif a été mis en place. On a vu quand les fameux braqueurs sont passés dans le grand marché plusieurs fois. Après, on a bloqué toutes les ruelles. Il ne faut plus rentrer avec les motos, tout ça. Et vous avez vu la dernière fois, c'est pas au grand marché qu'on a pris l'argent. C'est à Moutivé. Le gars est sorti du grand marché et puis on l'a suivi et puis bon, on a piqué les sous. Et donc nous, dans un pays aussi militarisé comme le Togo, où vous avez
je sais pas comment ça, les commissariats, les brigades de gendarmerie dans presque tous les quartiers. Et vous avez même des dispositifs militaires qui ne sont pas visibles dans les quartiers. Ça, beaucoup de gens ne savent pas que des individus téméraires, oui, parce que c'est téméraire, ouais, en pleine ville, fassent des opérations commando, parce que si vous lisez le rapport de la DCPJ sur ce qui s'est passé à Moutiévé, c'est une opération commando. Si vous lisez bien comment ils ont opéré, et que bon, on pique de l'argent en pleine circulation au cœur de la ville. 122 millions. Tout à fait. Et puis, on disparaît dans la nature avec tous les cordons qui sont mis un peu partout là. Il y a lieu de se poser d'abord des questions sur l'identité des braqueurs, qui ils sont véritablement, et puis qu'est-ce qui se passe pour que le système sécuritaire mis en place soit aussi faillible. Et donc, dans l'analyse, nous, on a touché deux facteurs, ou plusieurs facteurs. D'abord, vous avez le ministre de la Sécurité, qui a à sa disposition la gendarmerie et la police pour maintenir la sécurité des citoyens. C'est les deux corps qu'il a à sa disposition pour faire la sécurité. L'armée, c'est beaucoup plus pour la défense du territoire et tout ce que vous savez. Alors, lorsque, dans ce schéma-là, le ministre de la Sécurité et son subordonné de la gendarmerie ne sont pas les meilleurs amis du monde, et ils ne le deviendront même peut-être pas demain, et que dans le... L'amitié est si poussée avec... Oui, et que dans le dispositif des ordres qui arrivent, il y a quelque chose il y a des choses qui ne se font pas. Bien naturellement, il va y avoir une faille dans le système. Lorsque l'actuel directeur de... D'abord, je vais parler de la police. Vous savez que ces deux corps que je viens de citer là, c'est le grand malaise. Vous prenez la police. Les gens n'ont plus le goût au travail. Parce qu'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les locaux, il n'y a pas le matériel. Et vous rappelez qu'il avait été adopté au Conseil des ministres les statuts de général de la police et qu'un décret d'application devait être pris. Depuis 4 ans, le décret n'est pas pris. Les gens n'ont pas de plan de carrière. Les gens... donc il y a une démotivation. Et à part ceux qui sont sur les routes et qui se cherchent parfois, quand vous prenez la police aujourd'hui, c'est vraiment le désenchantement. Or, c'est sur ce corps-là, aujourd'hui, que se base exclusivement ou à qui fait exclusivement confiance le ministre de la Sécurité. Maintenant, vous prenez la gendarmerie. La gendarmerie, c'est l'un des corps les plus anciens de l'armée togolaise. C'est le plus ancien d'ailleurs des corps. Et c'est un corps de prestige. Mais aujourd'hui, quand vous allez à la gendarmerie, on vous dira... la plupart des officiers, si demain on leur dit de prendre leur mise en disponibilité ou de partir, ils vont partir. Ils vont partir? Ils vont partir parce qu'ils n'ont plus le goût au travail. Et le management de la gendarmerie aujourd'hui n'est pas celui-là. Il y a des problèmes, il y a plusieurs officiers, colonels qu'on a mis au garage, on a créé des unités bidons, on les a parqués là-bas, ils viennent le matin, ils restent dans les bureaux, ils repartent le soir sans rien faire. On a mis d'autres qui n'ont pas d'expérience sur des missions. Et on a rappelé des anciens qui sont retraités, on leur a fait des contrats pour venir travailler. Juste parce que le management ou le manager veut avoir des gens subordonnés à ses humeurs. Et donc, il n'y a plus le goût au travail. Et donc, quand vous avez tous ces éléments-là, vous les mettez ensemble, on voit bien que c'est plus difficile de travailler. C'est plus difficile de travailler. Et donc, le ministre de la Sécurité et le directeur général de la gendarmerie ne sont pas les meilleurs amis du monde. Le directeur général de la gendarmerie et le chef d'état-major de l'armée, parce que vous savez que la gendarmerie dépend de l'armée en réalité, ne sont pas aussi les meilleurs amis du monde. Dites-moi fondamentalement, comment voulez-vous que dans ce dispositif-là, avec tout ce désordre-là, les gens puissent s'asseoir et discuter de comment faire la sécurité des Togolais? Tout le système est là. Maintenant, dans un scénario complotiste, on peut même se demander qui sont les braqueurs. Est-ce que des gens ne posent pas des actes pour fragiliser d'autres et je ne sais pas, et vice-versa. Oui, et vice-versa pour, je ne sais pas, parce qu'il y a les gens convoitent les postes des uns et des autres. Est-ce qu'il n'y a pas un scénario comme ça? Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas tomber dans le piège qui consiste à dire que l'autorité ou bien ceux qui ont en charge la responsabilité de notre sécurité sont des incompétents. Non, le problème est ailleurs. Parce que dans ce pays, quand vous êtes opposant et que vous réfléchissez au pouvoir de Faure Gnassingbé, même dans votre chambre, on vient vous arrêter. Mais comment se fait-il que les mêmes qui détectent les intentions dans la tête des opposants, quand vous avez une manifestation, ils arrivent avant même la marche
Il ne peut pas arrêter les voleurs. Il faut que les premiers responsables de ce pays essayent... Ou bien ils ont intérêt à ce qu'ils ne s'entendent pas. Non, mais pourquoi on doit avoir intérêt et que la répercussion tout le temps tombe sur le pays? Je ne sais pas si les gens ne s'entendent pas, mais l'impression que ça donne, tout le monde sait que la sécurité de tout pays est cernée par la gendarmerie, les renseignements, la police. Bon, maintenant, si aujourd'hui, il se révèle vraiment que les gens ne s'entendent pas, on ne peut pas, sous le fait que ceux qui régulent la sécurité ne s'entendent pas, et vendre tout un pays. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le Togo qui en pâtit, c'est le Togo qui reçoit le coup. Ou à chaque 2 ou 3 mois, il doit y avoir braquage, il doit y avoir mort d'homme, même si les gens trouvent que ce n'est pas... Bon, quelqu'un me dira que l'insécurité au Togo est moindre que d'autres pays. Mais je crois que par rapport à la dimension du Togo, il faut aussi dire que ça en est déjà de trop. Et trouver une solution pour parer définitivement à ça. Quand je parlais du PND, c'est pour dire que l'insécurité ne crée pas le développement. Donc, quand je disais que nous sommes dans la fièvre du PND et que malheureusement des choses comme ça se passent, l'investisseur se dit que c'est un pays à risque. En même temps, il y a des pays développés, et même très développés, où l'insécurité est là. Oui. On doit toujours citer l'Afrique du Sud, même les États-Unis, il y a les arbres. C'est les grands pays développés là qui vivent cette insécurité. Nous, on veut se lancer. On veut aller vers cette ambition de ces pays-là. Et je crois que ce n'est pas pendant que nous sommes en train de vouloir nous lancer que des gens vont créer des situations pareilles pour décourager l'investisseur, pour décourager l'effort de ceux qui ont envie de venir mettre beaucoup au Togo pour que nous nous développons et qu'on ressemble fort à ces pays dont tu fais allusion. Donc, vivement qu'on fasse en sorte que la sécurité règne, parce que la sécurité, elle crée la confiance, elle crée l'assurance à tout égard. Abi Alpha maintenant sur le sujet. Eric, moi je pense que les autorités connaissent ceux qui braquent. Peut-être que le jour où ça va les plaire, ils non, Abi Alpha. S'il vous plaît. Si on connaît ceux qui braquent, on devrait les arrêter. Le jour où ils voudront, ils vont les rendre publics. Tu sais, nous aussi, ils sont tout le temps dans l'espionnage. Aussi, nous aussi, on est dans la recherche des informations. Que ce soit les anciens cimetières abandonnés, habités par les bandits, que ce soit la prison, que ce soit le lieu infesté de putes, tous les lieux imaginables, ils sont partout dans les enquêtes. Et nous aussi, on est là-bas dans nos investigations. Je vous donne un exemple. On est dans les cimetières. Je vous donne, partout. C'est les meilleurs endroits, les cimetières abandonnés où les bandits ont fait logement, c'est les meilleurs endroits pour avoir des informations. Je vous donne un exemple. Il y a eu braquage. En mine de rien, ils ont disparu. Et ils sont allés cacher l'arme, ils ont traversé la frontière. Nos éléments, c'est de la prison civile de Lomé. Oui. Ils sont arrivés. Tu sais, à la prison, il ne faut pas que les gens pensent que quand on va à la prison, c'est tout le monde qui est prisonnier. Il y a même des corps habillés là-bas qui n'ont rien fait. Il y a le frappé. Il y a le renseignement de la prison. On a frappé, on est allé les jeter là-bas. Leur séjour là-bas, c'est pour collecter les informations. Mais comment ça? Non, ouais, si, c'est-à-dire, tu n'as rien fait. On te prend, on te donne 3 bons coups, une blessure à la tête, on te jette en prison. Et les autres t'admettent comme un prisonnier, un délinquant, et tu as le renseignement. Et les grands gangs de la prison, à la fin de l'année, c'est eux qui boivent les meilleurs champagnes. C'est à eux, tu peux te renseigner dans tous les pays, tu es dans les investigations. C'est eux qui boivent les meilleurs champagnes. Il y a un braquage ici, les gens vont cacher l'arme sur une poubelle à Kodjoviakopé et ils traversent la frontière du Bénin. Et nos éléments sont rentrés là-bas. Tout de suite, à la prison. Très bien. Tout de suite, le chef de gang a eu le coup, c'est-à-dire le coup du fusil. Il a dit, tel que ça s'est passé, c'est tel gang. Bon, mais souvent, quand nous opérons, eux, dans leur modus vivendi, quand ils finissent, c'est là-bas, ils cachent l'arme. Et ils vont dans tel endroit. Effectivement, on a récupéré l'arme. On a récupéré l'arme dans une poubelle à Kodjoviakopé. On a pu savoir que les gens ont traversé la frontière. On les a pistés. Après 3 semaines, on les a pris dans un bar dans un maquis à Madahome. Ça, ce n'est qu'un exemple. Donc, je vous parle des faits que vous pouvez vérifier au niveau des polices. Du moins, ceux qui détiennent les renseignements du pays, qui font l'investigation. C'est pour te dire qu'on ne peut pas, que ce soit les armes qu'on a utilisées au niveau de
de l'entrée l'entrée sud du pays là. À Baguida. À Baguida. Oui. Que ce soit, ça dit, il faut voir le type d'armes qu'on utilise. N'oubliez pas que tout récemment, dans le quartier derrière Agua ici, on a fait des fouilles, des gens sont en prison parce qu'on a découvert armes artisanales dans leur maison. Oui. Les Tchekatous, les Tchekabebla, on a pris ça dans 2 ou 3 auprès d'une personne, elle est actuellement en prison. Que ce soit le type d'armes qu'on a utilisé pour Baguida, pour le grand marché, quelques semaines après Baguida, l'aéroport, ce qu'on a utilisé hier, que ce soit ce qu'on a utilisé à l'aviation, ce ne sont pas des armes qui sont accessibles à tout le monde. C'est en ça que moi j'ai dit, les autorités savent ce qu'ils braquent. Eux, le jour où ça va les plaire, ils vont nous rendre public les réseaux. Hier, par rapport au dernier événement au fait, les propriétaires de l'argent sont allés collecter l'argent auprès de 2 grands vendeurs. Du genre, bon, moi je veux retourner pour aller pour les fournitures, combien il a déjà vendu. Donc il a pris un peu ici, un peu là-bas, et on les a suivis. Pour terminer, il faut que nos autorités, vraiment, de grâce, ils limitent les écoutes. Parce que maintenant, l'écoute déjà est tellement vulgarisée. Moi j'ai déjà vu chez des individus qui se vantent de je ne sais pas renseignement ou quoi. Il a un portable qu'il manipule, tout de suite, il peut te mettre en écoute, il peut activer ton téléphone pour te mettre en écoute, ou bien il peut le désactiver. Ça veut dire que si moi j'ai un portable, j'ai un petit outil actuellement chez moi, et je peux mettre Eric en écoute. Si je sais que Eric manipule l'argent, quand je sais qu'il s'apprête à faire un voyage, je le mets en écoute, je suis ses déplacements, et puis je mets mon réseau, on le braque, que les gens nous fassent grâce. Il est 8h, presque 4 minutes sur Radio Taxi FM Le Mai. Taxi Média Show, la chronique des sports. La chronique des sports, c'est avec Abdoul Akono. Bonjour Abdoul. Bonjour Eric Gato, bonjour à tous. Allons démarrer avec le championnat national de football de première division. La 19e journée a été disputée ce week-end, hier beaucoup plus, et c'est le Dynamique Togolais qui reste solide leader après avoir battu donc 1-0 Bikenti de Bassar. Bien sûr, Eric Gato, le Dynamique Togolais a tremblé lors de cette 19e journée mais n'a pas fléchi. Ils ont retrouvé sur leur chemin une équipe de Bikenti conquérante, mais les Robes Rouges ont quand même réussi à faire l'essentiel en gagnant 1-0, même si lors de la première partie, Abou Farouk a raté un penalty. Le Dynamique Togolais l'a quand même remporté cette rencontre. Nyadi Aklin Junior que retrouvons pour le résumé de cette rencontre. Le Dynamique Togolais, dans la douleur, a pris les 3 points de la 19e journée devant Bikenti de Bassa grâce à Adénion Philippe d'une lourde frappe à la 64e minute. Après une première mi-temps très passable où le Dynamique Togolais, dans l'une de ses montées, va obtenir un penalty à la 39e minute et qu'a vendangé Abou Farouk. 3 minutes plus tard, Bikenti va passer à côté de l'ouverture du score. Après la pause, les robots rouges vont dominer les débats et c'est fort logique que le nouveau rentrant Adénion Philippe ouvre le score d'une lourde frappe à la 64e minute. Nice, Kloupo, Kokou, Amekoudji et Souni Igor ne reviendront pas pour trouver le chemin défilé. Malgré la domination du Dynamique Togolais, le Bikenti de Bassar n'a pas craqué. Ainsi, par 3 fois, Bikenti de Bassar au 79e, 88e et 91e minute va passer à côté de l'égalisation. Ainsi, le Dynamique Togolais l'emporte par 1-0 et reste aux commandes. À l'état-major, Nyadi Aklin Junior pour Taxi FM. Nadia Aklin Junior, notre consultant permanent, merci à toi. Abafilo, Sarah Sport recevait au stade de Kwarataou, Fordon de Dapaon, dernier lanterne rouge. L'équipe de Dapaon était venue tenter un petit quelque chose, mais à l'arrivée, rien du tout. Sarah Sport, 6e avant cette 19e journée, l'emporte 1-0 et se classe 2e. Le résumé de ce match avec Nassam Abdourazak, notre nouveau compagnon dans la solide. Les premières 45 minutes ont été en faveur de Sarah Football Club qui a dominé le jeu sur tous les compartiments pendant la première manche. Mais n'ont pas réussi à ouvrir le score et pourtant ce ne sont pas les occasions qui ont manqué. Seulement, ils n'ont pas réussi à les concrétiser. 0 but partout score à la pause. Du retour des Versières, Mani Yamba revoit la disposition de ses pions en faisant rentrer Koura Eric qui, par sa vivacité et sa technique et avec ses coéquipiers, vont prendre le jeu en compte en donnant des fils à répondre à la défense de Sarah, mais ils ne réussiront pas
pas à trouver le chemin des filets d'un ensemble victorien qui est toujours sur la trajectoire des balles. Coup dur pour les Lions de Thônes. À la 88e minute, sur un corner joué par Ama Emmanuel Abra, la balle heurte la défense des Foisans et franchit la ligne de but et est aussitôt dégagée dans le cafouillage. Après que l'arbitre et son premier assistant ont accordé le but, Mani Yamba et ses poulains n'étant pas d'accord, prennent le chemin des WC et ne reviennent jusqu'à ce que l'arbitre siffle la fin de cette rencontre. Nassam Abdourazak, Bafilo pour Radio Taxi FM. Merci à toi, Abdou Razak. Comme nous sommes dans le nord du pays, nous y restons et au municipal de Kara ou encore l'Evala Stadium, les candidats de la cause avaient rendez-vous avec les Showboys de Palimé. Une rencontre qui se présentait comme une occasion pour l'équipe de Kara de se refaire une santé et s'éloigner de la zone rouge. Mais c'est sans compter sur la présence technique du club de Palimé qui vient contraindre les candidats de la cause au partage des points, c'est-à-dire un score de 0 but partout. Un match nul concédé après avoir déroulé du bon football sur le terrain pour le coach d'Asco, Patumbi Liabé. C'est une réelle déception, nous l'écoutons. Je pense que c'est une déception totale. Même si les autres disent qu'on a joué, il n'y a pas le résultat. Ce qu'on attend de nous, c'est les 3 points. Que ce soit encore à domicile, on laisse les 3 points filer. Je pense que trop, c'est trop. Nous allons réfléchir, voir ce que nous allons faire. Sinon, vraiment, sans vous tromper, je suis découragé. Mais c'est le football. Nous avons encore cette journée devant nous. Nous allons voir ce qu'on va faire. C'est ce que je dis. On dit qu'on a dominé le match, on a eu des occasions, mais on n'a pas pu mettre les ballons au fond du filet. C'est ce qu'on attend d'une équipe, mettre les ballons au fond du filet, prendre les 3 points. On a dominé 90%, mais 0. On n'a pas pu marquer un but. C'est vraiment l'étape pour le match de ce soir pour Asco. Il y a une journée très difficile à Bolossou. Il ne faut pas qu'on se voit la face. Nous sommes en train de talonner Bolossou. Aujourd'hui, Bolossou a gagné. On va chez Bolossou. Il y a affaire à Bolossou. La déception de Patumbi Liabé, le technicien de coach d'Asco de Kara. Et pour Adika Komi, le technicien de Gomido, même si l'objectif était la victoire, ce nul reste quand même un bon résultat. Nous l'écoutons au micro de Sarko Mohamed. Non, comme je l'ai toujours dit, aujourd'hui le match, on l'a joué. On était venu pour gagner. L'objectif c'est de chercher les points. Et au défaut de ça, au minimum avec un point. Je pense que l'objectif quelque part a été atteint. Kara n'est pas une terre qui est hostile à nous. On vient à Kara nous défendre notre jeu. Aujourd'hui, on n'a pas été trop flamboyant, mais je félicite mes joueurs qui se sont donnés quand même, parce que nous avons nécessairement besoin des points. Et aujourd'hui, on part avec un point qui n'est pas mal. Aujourd'hui, le championnat est arrivé à un moment où, à un niveau où toutes les équipes se valent. Aujourd'hui, quand on dit Asco a joué, il a bien joué, il cherchait la victoire. Et ils ont l'obligation de victoire, surtout quand ils sont à domicile. Mais aujourd'hui, nous, on n'a pas eu peur d'eux, on a joué. Tant bien que nous aussi, on sait qu'on a accumulé beaucoup de victoires et matchs nuls qui nous coûtent aujourd'hui des problèmes. Mais on ne peut pas dire qu'on n'a pas joué. Mais pour l'heure, on joué. Mais un point à l'extérieur, ce n'est pas mal. C'est de corriger les tirs à la maison pour ne pas multiplier des matchs nuls à la maison. Je pense que c'est l'objectif. On joue Dito, c'est un grand match. On a l'obligation de victoire, comme je l'ai toujours dit. Tant bien qu'aujourd'hui, le match nul ne serait pas pardonné. D'autant plus que si on veut rester dans nos objectifs qu'on s'est fixés, on doit nécessairement battre Dito le mercredi. Adika Komi, l'entraîneur de l'équipe de Gomido de Palimé. Le reste des résultats maintenant, Koroki a battu 2-1 l'AS Togo Port à domicile. C'est Massi de Sokodé en déplacement à Anera, l'emporte sur Bolé sous le cal 3-2. Ange de Montier et Tri l'AS OTR de Lomé 1-0. Enfin, à Wamé, le match Maranatha SK reporté à cause de la pluie sera joué ce lundi. Notez que Maranatha menait 1-0 au score et ce score sera maintenu et ce sont 15 minutes qui vont être rejoué. Nous allons profiter pour vous donner le classement rapidement. Premier, Dito, 32 points. Deuxième, Sarasport de Bafilo, 29 points. Troisième, Maranatha de Fiokpo, 28 points avec un match en moins. Quatrième, Gomido de Palimé, 27 points. Cinquième, l'ASCK de Kara, 27 points. Sixième, Koroki Metete de Tchamba, 27 points. Septième, c'est match de Sokolé, 27 points. Huitième, Bikinti de Bassar, 26 points. Neuvième, Ange de Montier, 26 points également. Dixième, l'ASOTR aussi comptabilise 26 points. 11e, l'AS Togo Port, 23 points. 12e, Asco de Kara, 20 points. Dans la zone rouge, nous avons Bolé sous 19 points et Fouadan de Dapaon dernier avec 17 points. Nous continuons parce que les équipes ne seront pas de repos dans la semaine. Ils vont retourner sur les stades et nous retenons les duels à Sokodé, Semassi contre l'AS Togo Port. À Bafilo, Fouadan reçoit Koroki Metete de Tchamba, l'état-major des forces armées togolaises. L'AS OTR reçoit Maranatha de Fiokpo. À Notier, Bikinti va recevoir Ange de Montier sur sa pelouse. À Kara, l'ASK va recevoir Sarasport de Bafilo en fait à Enero. Boulessou va croiser les crampons avec
ASCO de Kara. Et ça se joue donc mercredi prochain donc pour la 20e journée du championnat de football de première division. Parlons de la deuxième division dans la zone sud avec la 17e journée disputée ce week-end. Bien sûr, Rigato, 17e journée dans cette zone sud et les résultats en tente de Baes par 2-0, 1-0, Arabia et Asfosa se neutralisent, 0 but partout, 1-1, c'est le score entre l'équipe de Kotoko de Lavier et l'Étoile Flamme de Lomé. Le match s'est disputé à Lavier. Agaza et Ifo font également un nul de 0 but partout. Enfin, 1 partout, c'est aussi le score entre Okiti et SNPT dans le duel des équipes très mal classées, c'est-à-dire dans la zone rouge. Retenons que Ifo est sacré champion avec 38 points. Dans la zone nord, vous le savez sans doute, le championnat a pris fin le week-end écoulé et Agua, premier sur le terrain, risque de voir son titre se faire chipper son titre par Unisport de Sokodé à cause d'une erreur administrative. La fédération va confirmer les sanctions évoquées par la commission de discipline. Et puis les éliminatoires de la CAN 2019, le match Bénin-Togo, c'est dans quelques jours, précisément le 24 mars prochain. Et pour officier cette rencontre, un quatuor togolais? Bien sûr, Rigato, les éperviers du Togo avancent à grands pas vers le match décisif le 24 mars prochain à Cotonou dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019. Ils y affrontent les écureuils du Bénin. Un autre résultat, autre que la victoire, écartera les poulains de Claude Leroy de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et pour cette rencontre décisive, des arbitres éthiopiens ont été désignés par la CAF. Bamlak Tessema sera l'arbitre central. Il sera accompagné par Samuel Atango comme premier assistant, de Tigl Belatiaou comme deuxième assistant et de Théodore Mitoukou comme quatrième officiel. Il faut peut-être ajouter que l'Ivoirien René Williams sera le commissaire au match de cette rencontre. Donc c'est un quatuor éthiopien togolais. Parlons du cyclisme togolais maintenant avec le championnat national disputé hier dimanche. Bien sûr, hier dimanche, c'est le coureur Hamza Assoumanou du club d'Agaza qui remporte en solitaire ce championnat national de cyclisme disputé hier dimanche. Il a parcouru les 120 km reliant Lomé à Thiévier en 3h31 minutes et 4 secondes avec en moyenne 34 km par heure. Le podium est complété par Nianou Adjedjo d'Agaza et Bertrand Akpeko de la Modèle. Précisons que le peloton a pris le départ de Baguida, banlieue sud-est de Lomé, et a sillonné les villes d'Anero de Tabligo avant de rallier Thiévier qui était le point de chute. Un mot sur les Jeux Olympiques de 2020 Tokyo avec la fin du stage des arbitres présélectionnés dont fait partie le Togolais Marcel Segbiamé. Bien sûr, Rigato, la centaine d'arbitres internationaux de la World Taekwondo, dont 30 Africains parmi lesquels y figure le Togolais Marcel Segbiamé, a bouclé lundi 4 mars dernier à Moscou en Russie le training Camp One. Pendant 4 jours, les différents entraîneurs ont été formés sur les règles du test de conditions physiques, les nouvelles règles d'arbitrage, notamment le gestuel. Tous les participants ont eu droit à des certificats de grade à la fin de l'évaluation en attendant la mise à disposition des résultats dans les jours à venir. Merci beaucoup Abdoul Akondo. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à Dia Prosper qui a assuré la coordination technique. C'est la fin de Taxi Media Show de ce lundi. Aujourd'hui, c'est le 11 mars 2019. Juste après, nous vous retrouverons Emmanuel, la fin pour la suite et la fin de la matinale. À 9h, la salle de rédaction vous retrouvera pour le bulletin d'information 9h10. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp. C'est un plaisir de vous retrouver à partir de 11h avec les confrères où nous décrypterons les grands sujets de l'actualité.